La saison 5 de Revoir Podcast commencera début octobre. Alors en attendant, j'ai eu envie de vous faire découvrir ou redécouvrir des épisodes qui ont marqué l'histoire de Revoir Podcast depuis ses débuts. Pour le premier épisode de cette série, j'ai sélectionné le témoignage qui a été le plus écouté, celui de Carole. Carole, lors de notre enregistrement, est revenue sur cette décision que son conjoint et elle ont prise, celle de l'IMG, de l'interruption médicale de grossesse. Prendre la parole sur ce sujet n'est pas simple. S'exprimer quand cette IMG est liée à un diagnostic de trisomie 21 l'est encore moins. Et pourtant, quand Carole a fait entendre sa voix en février 2023, vous avez été des milliers à l'écouter. Parce que ce témoignage, vous l'attendiez depuis longtemps. Et maintenant, je vous laisse écouter ou réécouter l'histoire de Carole, de sa première grossesse, de son petit Camille, de sa famille. Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero, ou encore de disparition d'un enfant de quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une belle écoute. Mais ça faisait beaucoup trop. C'est qu'à la base, tout devait bien aller et que tout allait bien. Et donc là, il y avait la prise de sang, la première, qui était revenue et c'était vraiment moyen. Là, la deuxième prise de sang, le DPNI, qui revient positif. Et donc là, elle nous propose la myosynthèse et elle nous dit, par contre, c'est vraiment un choix. C'est pas obligatoire, vous faites comme vous voulez. C'est pour que le diagnostic soit vraiment posé. Vraiment, avec la myosynthèse, là, il n'y a plus de doute. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait en fait, on prend le risque ou est-ce que de pas savoir, on veut savoir et finalement, on s'est dit que le plus sage quand même était de savoir. Donc, ils nous ont donné rendez-vous une semaine après. Et donc, on a fait cette amyosynthèse et on a encore attendu pour avoir le résultat. Et là, je ne sais plus du tout où on en est en termes de timing. Je pense qu'on a encore attendu au moins une bonne dizaine de jours. Donc tout de suite, la sage-femme m'a arrêtée. J'étais en arrêt. En fait, dès le diagnostic. Dès qu'il a été posé, elle m'a dit non, en fait, là, on va vous mettre en arrêt parce que vous êtes plus capable psychologiquement, vous n'êtes plus là. Et là, pendant 10 jours, 10 jours d'attente, 10 jours à se toucher le ventre. Ouais, 10 jours à se toucher le ventre, à parler à son bébé, à dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous arrive, et à se renseigner aussi sur ce qu'était la trisomie 21 et à beaucoup pleurer parce qu'on avait peur. J'ai beaucoup de mal à trouver les mots pour débuter cet épisode. Je n'arrive pas à les trouver car parler d'IMG, d'interruption médicale de grossesse, c'est un exercice d'équilibriste. J'ai vécu une IMG il y a un peu plus de 5 ans et c'est justement parce que j'ai moi-même traversé cette épreuve que je me rends compte à quel point les mots choisis peuvent être complètement inadéquats, être déconnectés de ce qu'on a vécu, être à milieu de ce qu'on a ressenti au plus profond de nous lors de ce moment de bascule. Le deuil périnatal est incontestablement un tabou de la maternité. Et l'IMG a ça de particulier que c'est à la fois le tabou dans le tabou et le sujet à propos duquel chacun et chacune a parfois son mot à dire, un avis à donner sur cette décision tellement dure à prendre. Il y a des maladies, des pathologies plus courantes que d'autres. On a l'impression de les connaître. Mais soyons honnêtes. À part les parents et les soignants, personne ne connaît le contenu de ce dossier médical qui est celui de l'enfant que nous attendions et que nous aimions déjà. Au bout du compte, on ose en parler, de peur de susciter une réaction qui fait mal,
un jugement hors de propos, un avis non sollicité, un « j'aurais fait la même chose à ta place » qui se veut réconfortant. Mais non, tu n'as pas été à ma place. En France, l'IMG peut être réalisé dans 2 cas de figure. Soit lorsque la poursuite de la grossesse met gravement en péril la santé de la personne enceinte, soit lorsqu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité, reconnue comme incurable. Et c'est ce second aspect que l'on va aborder dans l'épisode que vous êtes en train d'écouter. On n'a pas recours à une IMG en un claquement de doigts. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle est fantasmée, décriée, décrite de manière simplificatrice et caricaturale. Et oui, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas se rendre compte. Et c'est toujours facile de penser qu'on peut se mettre à la place de celles qui vivent cette épreuve dans leur chair, de celles et ceux qui ont dû prendre une décision. Mais d'ailleurs, est-ce même une décision ? Est-ce un choix, un non-choix ? Est-ce véritablement un choix quand on est face à un dilemme, même si les choses vues de l'extérieur pourraient paraître évidentes ? Car elles ne sont jamais évidentes. Elles ne sont jamais simples. Jamais. L'IMG, je préfère voir ça comme une voie que l'on prend. C'est une voie que l'on emprunte, alors que notre bébé, il nous manque déjà, et qu'on a ce sentiment aigu qu'il y aura un avant et un après. Une voie qui n'est pas véritablement un choix, mais une voie qui nous mène vers une signature, vers un protocole, vers une date, vers des au revoir, vers un futur qui n'aura plus jamais le parfum de l'insouciance et de la naïveté. Et parfois, plusieurs mois, plusieurs années après, on oscille entre ce sentiment d'avoir pris la décision la plus adéquate, j'ose même pas dire la bonne décision, et ce questionnement. Et si les choses avaient été différentes ? L'IMG, c'est une voie que l'on prend, avec la responsabilité, des questionnements, la peur, parfois la culpabilité, pour seul bagage. Et ces bagages, ils pèsent lourd dans notre vie, lourd sur nos épaules, lourd dans notre cœur, lourd dans notre ventre aussi. C'est l'impression encore plus vive, encore plus violente de donner la mort et non la vie. Mais l'IMG, c'est aussi de l'amour, beaucoup d'amour. Et ça, personne n'a le droit de le remettre en cause ou d'en douter. Au revoir podcast, épisode 36. Carole, prendre la voie de l'interruption médicale de grossesse. Dans cet épisode, c'est la voix de Carole que vous allez entendre. Carole a 29 ans, elle est professeure des écoles et elle vit avec son mari. Au moment de l'enregistrement, Carole était enceinte et elle a, depuis, donné naissance à une petite fille. Mais avant elle, il y a eu Camille, son premier garçon, son premier bébé. Et c'est de son histoire dont elle va vous parler aujourd'hui. Avoir un enfant, devenir parent, c'est un projet que Carole et son compagnon, qui se sont rencontrés à l'adolescence, avaient depuis des années. On a commencé à parler d'enfants assez tôt. Mais on se disait on a le temps, pour l'instant on finit nos études, après ça a été on commence à travailler, et puis après il a commencé à vraiment me parler d'enfants et je lui ai dit bon, j'aimerais bien qu'on se marie avant d'avoir des enfants. Et donc on a décidé de se lancer dans le projet mariage et on s'est mariés en octobre 2019 et après on s'est dit on va quand même se prévoir un petit voyage de noces sympa avant de se lancer. Donc on devait partir et là il y a eu la pandémie, donc voyage de noces annulé. Et on s'est dit mais par contre notre projet lui il n'est pas annulé et voilà, c'est trop important pour nous. On a déjà attendu de faire tout ce qu'on voulait, donc au mois d'avril on s'est dit là c'est vraiment le projet qui nous tenait le plus à cœur et donc je suis tombée enceinte tout de suite. Et là, explosion de joie, on s'est dit ah c'est bon quoi, c'est parti. Et alors j'avais déjà entendu que c'était possible de faire une fausse couche, c'était loin un petit peu dans ma tête, mais j'avais conscience de tout ça. Et il y a aussi ma mère, elle était enceinte de jumeaux. Et elle a perdu un de mes frères durant la grossesse, donc je savais aussi que ça c'était possible. Enfin, c'était dans un coin de ma tête, dans ma tête d'enfant, et même encore maintenant, je me disais oui, d'accord, ok, c'est arrivé, c'est comme ça peut se passer. Et donc on a su en mai que j'étais enceinte, que
que tout allait bien. Donc il y a eu, toute cette phase de: «Ah, on fait une écho à 6 à 6 SA pour voir qu'il est bien placé. OK, donc on y va, le cœur bat. OK, génial, c'est parti». Avec l'école plus le fait de vouloir être parent depuis un certain temps, je m'étais renseignée sur la maternité, sur la parentalité, sur tout ça, mais sur, comment réellement ça va se passer, j'étais là: «Oui, non, enfin, je veux dire, il y a des millions de femmes qui sont enceintes depuis des millions d'années, enfin, je vais aller trouver un gynécologue à côté et puis, il va me dire et on va se laisser porter et tout allait bien». On était super heureux, on l'a annoncé, en fait, tout de suite à nos très, très proches, donc parents, frères, sœurs, amis proches, j'avais aussi ma grand-mère parce que je suis très proche d'elle, enfin voilà, à nos très proches. C'était la fin de l'année scolaire. On est partis en vacances, la grossesse suivait son cours, je faisais ce qu'on me disait de faire, d'aller faire une prise de sang ou et le gynécologue dit: «Bon, bah, on se retrouve à la T1». Début août, Carole et son mari se rendent chez le gynécologue pour réaliser cette première grosse échographie, la fameuse T1, durant laquelle le médecin mesure notamment la clarté nucale. Alors la clarté nucale, c'est un espace situé au niveau de la nuque du fœtus. Lorsque cet espace est trop grand, on parle souvent de clarté nucale épaisse, il peut être le signe d'une anomalie chromosomique. Toutes les mesures sont normales, mais le gynécologue suggère à Carole, comme à beaucoup de patientes, l'éventualité de réaliser un tritest. Cette prise de sang facultative est souvent proposée à la fin du premier trimestre de grossesse. Le but est de mesurer le taux des marqueurs sériques dans le sang maternel. Les marqueurs sériques sont en fait des substances sécrétées par le placenta ou le fœtus. Et un taux plus élevé ou plus bas que la moyenne peut être le signe d'une trisomie 21. La trisomie 21 est l'une des anomalies chromosomiques les plus fréquentes, comme l'explique la Haute Autorité de Santé. Elle concerne environ une grossesse sur 400. Nous possédons en fait 23 paires de chromosomes, mais les personnes qui ont une trisomie 21 ont 3 chromosomes 21 au lieu de 2. À l'issue de cette prise de sang, les résultats sont communiqués sous forme d'une probabilité. Par exemple, le fœtus a un risque sur 354 d'avoir une trisomie. Mais il nous dit: «Bon, après, au vu de l'échographie, vous êtes vraiment dans les normes, au vu de votre âge, de vos antécédents, de votre santé, il y a aucun problème, mais on peut la faire». Et nous, dans notre tête, on s'est dit: «Bah oui, non, non, mais de toute façon, on fait tout, on se laisse porter par tout ça». Donc je pars faire la prise de sang, et là, en fait, le gynécologue nous rappelle et il me dit: «Bah, vos résultats, je sais pas, c'est pas terrible, on va dire. C'est pas inquiétant, mais c'est pas terrible». Et là, je lui ai dit tout de suite: «Non, mais par contre, on va pas attendre de se voir, dites-moi au téléphone, enfin, dites-moi quelque chose parce que là, je suis pas bien». Il me dit: «Bah, vous êtes à un risque de 1 sur 1000». Dans ma tête, je me dis: «Bah, il y a 999 chances que tout aille bien». Tout de suite, il nous a dit: «Je sens que ça va dépasser mes compétences et je vous renvoie, en fait, vers un autre hôpital, une maternité de stade 3 où vous allez être accueillis dans le centre de dépistage, prénatal et vous inquiétez pas». Mais il restait confiant, il nous a donné beaucoup d'espoir, il nous a dit enfin, voilà, 1 sur 1000, vous êtes jeune, heu, au niveau de l'échographie, on voit rien, ah, il y a un trou en dessous de nos pieds là. Mais on a beaucoup d'espoir, en fait, à ce moment-là. On est entre, non mais tout va bien pour l'instant, mais on se dit: ça commence à c'est bizarre». Puis là, on se dit: «Mais c'est pas possible». Mais non, mais enfin, je veux dire, à ce moment-là, on avait 26 ans tous les 2, on fume pas, on fait attention à notre alimentation, enfin voilà, on fait attention à tout ça. Depuis le début de ma grossesse, j'étais un peu psychopathe, même un Doliprane, je voulais pas en prendre un. Hem, je faisais super attention dès que enfin, pour l'alimentation, pour, comment je bougeais et puis en plus, il y avait, c'était au tout début, de la pandémie donc quand j'étais retournée à l'école, le masque, enfin je faisais super attention à tout et hem et là, là on se dit, «Bon,
On y croit, c'est peut-être juste un petit problème, 1 sur 1000. 1 sur 1000, une chance sur 1000 donc. Un risque sur 1000. Mais ça laisse 999 chances sur 1000. Et la suite, c'est quoi dans ces cas-là? Lorsque le résultat est compris entre 1 sur 1000 et 1 sur 51, un test complémentaire peut éventuellement être réalisé. C'est ce qu'on appelle le test DPNI pour dépistage prénatal non invasif. Pendant la grossesse, le placenta libère en fait de l'ADN fœtal dans le sang de la personne enceinte. Et à partir d'une prise de sang, on peut trier et doser les différents fragments d'ADN présents dans le sang de cette dernière. Et si l'ADN provenant du chromosome 21 est présent en quantité anormalement élevée, cela signifie que le bébé a une forte probabilité d'avoir une trisomie 21. Carole est donc invitée à se tourner vers un hôpital de niveau 3 cette fois-ci pour être suivie dans un centre de diagnostic anténatal et réaliser ce nouveau test quelques jours plus tard. Le jeudi, il nous a appelés, le lundi, on était reçus à l'hôpital. C'était rapide mais long en même temps et là, on est tombé sur une sage-femme vraiment très gentille qui nous expliquait les choix qu'on avait, si on voulait aller plus loin dans le diagnostic. Et à ce moment-là, on se dit, bah, pour l'instant, finalement, le diagnostic, il est pas posé. Enfin, on sait pas, il y en a pas. Et donc là, elle nous dit, si vous voulez, on va faire une prise de sang qui vraiment, elle, est très complète, où on prend dans le sang de la maman pour avoir le sang aussi du fœtus. Et du coup, là, ça va nous donner soit un résultat positif ou négatif. Donc on fait: «Bon, c'est une prise de sang, donc c'est d'accord». Et là, s'ensuit 15 jours interminables parce que c'est assez long au final, entre le moment où on fait la prise de sang et le moment où on a le résultat, c'est presque 15 jours. Et là, pendant ces 15 jours, c'est un mélange d'espoir, de peur, enfin, c'est les montagnes russes dans une seule et même journée. Et moi, j'avais la chance d'être encore en vacances, mais en même temps, la chance d'être en vacances et du coup de bien ruminer. Mais on se projetait quand même toujours. En plus, on est bien pris en charge, tout va bien aller. Et en fait, à l'hôpital, dès qu'on est arrivés, ils nous ont donné rendez-vous 15 jours après pour nous donner les résultats. S'il y avait pas de «on vous appellera» ou donc 15 jours après, on y va. On avait juste hâte, c'était d'aller à ce rendez-vous parce que c'était insoutenable. Et la sage-femme vient nous chercher dans la salle d'attente et avec mon mari, on se regarde et on se dit sur son visage, en fait, on l'avait vu et là, c'était fini, en fait. On savait. Et même avec le masque, on avait vu que cette sage-femme avait un visage très fermé et qu'elle se préparait à nous annoncer une mauvaise nouvelle. Elle nous a proposé de faire une amniosynthèse parce que, tant que c'est positif, mais il peut y avoir des faux positifs aussi. Mais ça faisait beaucoup trop. C'est qu'à la base, tout devait bien aller et que tout allait bien. Et donc là, il y avait la prise de sang, la première, qui était revenue et c'était vraiment moyen. Là, la deuxième prise de sang, le DPNI, qui revient positif. Et donc là, elle nous propose la myosynthèse et elle nous dit, par contre, c'est vraiment un choix. C'est pas obligatoire, vous faites comme vous voulez. C'est pour que le diagnostic soit vraiment posé. J'avais regardé un petit peu, que c'était quand même un geste assez invasif, que, il y a des risques de fausse couche, de perdre le bébé à cause de ça. Même, l'image de la grosse aiguille qu'on vous enfonce dans le ventre alors que vous êtes enceinte et que vous avez juste envie de dire: «Mais moi je veux protéger mon bébé là, qu'est-ce qui se passe?» Et on n'a pas envie de faire ça. Mais, de pas savoir, on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on fait en fait? On prend le risque ou est-ce que on veut savoir?» Et finalement, on s'est dit que le plus sage quand même, était de savoir. Donc là pareil, ils nous ont donné rendez-vous une semaine après et on est retourné à l'hôpital et c'était, donc au même endroit où il y avait la sage-femme, il y avait plein d'autres, bureaux, et j'ai été installée pour faire la myosynthèse et là, pareil, on a été super bien encadrés, il y avait
une personne qui me chuchotait des petits mots doux à l'oreille, qui me disait que ça allait bien se passer. Il m'expliquait tout ce qu'il faisait, et ça a été hyper angoissant et mon mari qui était en salle d'attente qui n'en pouvait plus parce qu'en plus, enfin voilà, c'est pas un geste anodin et donc on a fait, cette amniosynthèse et on a encore attendu, pour avoir le résultat et là, je sais plus du tout où on en est en termes de timing, je pense qu'on a encore attendu au moins une bonne dizaine de jours. Donc tout de suite, la sage-femme, m'a arrêtée. J'étais en arrêt. En fait, dès le diagnostic, dès qu'il a été posé, elle m'a dit: «Non, en fait, là, on va vous mettre en arrêt parce que, enfin, vous êtes plus capable, psychologiquement, vous n'êtes plus là» elle avait proposé à mon mari de le mettre en arrêt aussi et au début, il a dit non et en fait, le lendemain matin, au moment d'aller travailler, il me dit: «Non, mais je crois que je me sens pas bien». Oui, je pense que là, effectivement, on n'est vraiment pas bien, donc on a rappelé la sage-femme et très gentiment, elle lui a fait un arrêt, mais enfin et en même temps, je me dis, ça paraît tellement normal, mais les papas, ils sont beaucoup oubliés dans ces moments-là quand même. Et là, pendant 10 jours, 10 jours d'attente, 10 jours à se toucher le ventre, 10 jours à se toucher le ventre, à parler à son bébé, à dire: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive?» À beaucoup pleurer parce qu'on avait peur de tout ça et on parlait quand même, aussi beaucoup et à se renseigner aussi sur, ce qu'était, la trisomie 21. Les premiers résultats sanguins, en fait, aussi, ça permet de savoir si c'est une trisomie 13, 18 ou 21. Donc à ce moment-là, on avait vu que la trisomie 13 et la trisomie 18 avaient été, mis de côté, mais que, le diagnostic, se portait plus sur une trisomie 21. Et maintenant, il faut attendre. Le temps s'étire, les montagnes russes sont de plus en plus violentes. Et on sent bien aussi qu'on a atteint un point de bascule. On a commencé un petit peu à se renseigner, sur, ce que c'était, sur, ce qui enfin, il y a toute l'image de la trisomie 21 qu'on voit à la télé. «Ah bah tiens, il y a un enfant trisomique dans une série et il parle bien, il se tient bien, il peut apprendre un dialogue et il a l'air, bien». Et il y a toute, cette image aussi où, on se re enfin, sur des forums où on se rend compte que c'est un handicap très lourd, que malheureusement avant la naissance et même encore un petit peu après, on peut pas savoir à quel degré ça va être grave. Les médecins en fait n'avaient plus rien à nous dire. Ils nous ont dit, «À part attendre la naissance, on pourra pas vous dire plus. Est-ce qu'il va se faire opérer à la naissance? Est-ce que, il aura, des problèmes cardiaques? Est-ce qu'il aura des problèmes digestifs? Est-ce qu'il aura des problèmes pulmonaires? Est-ce qu'un jour il pourra marcher correctement? Parler correctement? Être autonome?» Parce que ça, c'est le rêve, de tout parent, je pense, avec un enfant porteur de handicap, c'est de se dire, «Est-ce qu'un jour il pourra être autonome?» Et finalement, on se dit: «Est-ce que c'est ça la vie qu'on veut offrir à notre enfant?» En fait, on voulait juste un enfant et heu et finalement d'avoir un enfant en bonne santé et qui pourrait être autonome et c'est pas si facile et hem et donc on voilà, on se pose plein de questions et il faut savoir que, j'ai, donc ma mamie dont je suis très, très proche qui, a un fils handicapé, donc le frère de mon père. Rien à voir avec, une histoire de chromosomes et cetera, mais il a un handicap, encore, méconnu. Hem Et on venait de passer une semaine chez eux en vacances parce qu'on y passe toujours une semaine, l'été. Et là, mon mari me dit: «Mais tu imagines, on sait ce que c'est, on le voit, on voit ce que c'est au quotidien de changer la couche d'un adulte de plus de 30 ans, de devoir, lui préparer, des repas différents, de devoir, l'emmener au centre, quelques jours par semaine, de devoir se battre avec, la MDPH, de c'est qu'est-ce qu'on va faire? Et
En fait, d'un coup, tu te dis: «Ah oui, non mais est-ce que mon enfant va aller à l'école? Comment il va être traité? Heu, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour lui?» C'est toutes ces questions et finalement tu te dis: «Bon, bah, déjà quand tu as un enfant, il y a des choses qui sont pas faciles, mais alors là, en fait, il y aura rien d'évident, finalement». Il va falloir, se battre, avec tout le côté administratif, va falloir aller voir des médecins régulièrement. Est-ce que d'ailleurs je vais pouvoir travailler encore? Notre petit plan dans notre tête de, on va faire les dossiers pour aller à la crèche. Oui, non, mais et là, est-ce qu'à la crèche, ils acceptent en fait, tous les enfants, porteurs de handicap? Est-ce que, c'est tout ce cheminement au final, qui est hyper dur. La question qu'on s'est le plus posée, c'était, et parce que ma grand-mère, je sais qu'elle en souffre beaucoup, c'est s'il nous arrive quelque chose, qui va s'occuper de lui? En fait, on l'a appelée, parce que déjà je l'ai toutes les semaines au téléphone, mais je l'ai appelée et elle m'a dit: «Mais tu sais, si tu savais comme je te comprends», et elle m'a dit: «Tu sais pour,» mon oncle s'appelle on l'appelle Nanou. «Tu sais pour Nanou, je sais pas, est-ce que j'aurais aimé le savoir avant ou pas?» Et en même temps, c'est une bulle de bonheur et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il a plus de 50 ans, qu'il parle pas et sa seule fonction, qu'il fait tout seul, c'est de marcher. Il marche tout le temps. Voilà. Et en même temps, il interagit beaucoup avec nous et il rigole ou il ressent beaucoup d'émotions et il a son langage particulier, mais et du coup, ma mamie donc commence à être, âgée, et elle s'occupe toujours de lui et à ce moment-là, elle m'a dit, «Tu sais, vous avez quand même une petite chance dans votre grand malheur, c'est de c'est de pouvoir le savoir et de pouvoir aussi faire le choix que vous voulez». J'ai toujours connu ma mamie me disant: «Le problème, c'est que je peux demander à ton père, donc à son frère, de s'en occuper, mais c'est tellement lourd et c'est pas son enfant, c'est son frère et personne d'autre que moi le connaît aussi bien et pourrait lui donner autant d'amour et faire ça avec juste de l'amour, en fait, l'amour de parents, quoi». Et ça a été le déclencheur, en fait. Alors, si dans notre malheur, on n'est plus là, qui va s'en occuper? Une dizaine de jours après l'amniosynthèse, Carole et son compagnon ont de nouveaux rendez-vous avec la sage-femme pour l'annonce des résultats. Le diagnostic est officiellement posé. Leur bébé est porteur de la trisomie 21. Et c'était toujours la même sage-femme, qui d'ailleurs était vraiment, parfaite. Il y avait aussi un médecin avec elle et donc ils nous ont dit que le résultat, confirmait bien, tout ce qu'on avait fait comme examen depuis et et là le médecin nous a dit, voilà: «Vous avez toutes les clés en main, vous faites, comme vous voulez. On vous accompagne quoi qu'il arrive». Et nous, ça faisait déjà du coup pas mal de jours, voire de semaines qu'on regardait tout ça et on s'est dit: «Bah, il faut non, c'est stop en fait». Ils nous ont dit qu'on pouvait prendre notre temps pour réfléchir, pour prendre la bonne décision, enfin et la bonne décision. Moi, j'appelle ça un non-choix, mais hem et là, ils nous ont dit: «Peut-être que vous en avez déjà parlé. Est-ce que vous savez des» enfin, ils nous demandaient quand même si on avait déjà un avis et on leur a dit que oui, on voulait mettre fin à cette grossesse. La sage-femme, elle a commencé à nous raconter ce qui allait arriver et en fait, moi, même moi, je me disais: «Mais enfin, OK, mettre fin à la grossesse, ça va se passer comment? Enfin, on va me le retirer?» Et elle nous explique, donc qu'on va venir à l'hôpital, qu'on va aller en salle de naissance, elle nous prend rendez-vous avec, l'anesthésiste pour avoir, la péridurale, j'étais vraiment, «Ah oui, en fait, je vais accoucher».
Et là, elle nous parle aussi de rencontrer notre bébé, et je crois qu'on n'avait pas bien imaginé, ce que ça allait être. La sage-femme, nous a gardés, plus d'1 heure dans son bureau à parler avec nous, à nous rassurer, mais on avait l'impression d'être seuls au monde. Vraiment, je me suis dit, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a dû être dans notre situation, et de faire ce choix, ça a été horrible, mais vraiment. Enfin, on a tous, je pense, on s'est tous dit dans sa tête: «Oui, non mais moi, si mon enfant, je découvre finalement qu'il a une pathologie, ça c'est sûr, c'est fini». Mais quand il faut prendre la décision et qu'on s'est déjà tellement attaché à ce bébé, c'est enfin nous, c'est bon, on était projetés, hein, on venait d'acheter une nouvelle voiture, c'est bête, hein, c'est des choses, matérialistes, mais et puis moi je m'étais dit: «Bon bah d'accord, ah bah super, je vais aller à l'école avec mon petit bidon, ça va être génial de partager ça avec mes élèves, je vais être en congé de temps à temps, ah on va regarder après pour un congé, en plus», enfin on était l'été prochain on va partir à la mer, c'était tous les projets étaient déjà faits quoi, et mais la sage-femme a été là et elle nous a écoutés et elle nous a proposé beaucoup de mouchoirs pour essuyer nos larmes, et heu et c'est difficile parce que c'est un choix à faire seul. Il y a personne pour nous aider, et je pense que voilà, on s'était posé toutes les questions. On avait pesé le pour et le contre. Est-ce qu'il y a vraiment un pour et un contre? Enfin, et même si ça a été difficile, on s'est dit que c'était la seule solution. Mais plusieurs fois, cette année, où il y a des soirs où je me disais: «Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais on aurait pu, on» c'est ça le plus dur avec, cette IMG-là, c'est que j'en ai rencontré des parents, qui ont vécu des IMG, mais ça portait, sur la santé de la maman, donc c'était sur sa survie à elle, ou c'était, presque, le décès, de l'enfant, assuré presque à la naissance ou dans les mois où qui allaient survenir. Alors que là, nous, on se disait: «Mais en fait, il aurait pu vivre», et c'était ça tout le plus dur. C'est de se dire, et tu peut-être que, et cette année, j'arrêtais pas de me dire ça, mais peut-être que finalement ça aurait pas été si lourd. Peut-être que finalement, et j'en ai beaucoup souffert cette année de remettre en cause tout le temps ma décision. Et il y avait mon mari à chaque fois qui me disait: «Mais tu veux que je te redise pourquoi on l'a fait?» Donc il me répétait, inlassablement les mêmes choses, et je lui disais: «Mais oui, hein, tu raison, c'est c'est comme ça». De la part de nos proches, on a eu beaucoup au contraire de personnes qui nous ont soutenues et qui nous auraient dit qu'elles auraient fait pareil. Mais finalement, en fait, c'est dur à entendre. Même si, on s'est quand même sentis soutenus sur notre décision, heu, on avait envie de se protéger, en fait, d'autres personnes, qui enfin, il y a déjà tout le côté deuil périnatal. Tu as perdu ton enfant, c'est grave pour toi, et il y en a qui minimisent un petit peu déjà la chose. Donc il y a déjà toute cette partie-là, du deuil périnatal qui est hyper compliquée, et il y a le fait de: «Ah mais la trisomie 21, mais c'est pas grand-chose, enfin, c'est tout ce que les personnes pensent savoir, et en fait, on n'a ni envie qu'on nous dise: «Ah non, mais vous avez eu de la chance de le savoir avant. Ah mais vous avez bien fait de faire ça», ou au contraire, après peut-être qu'il y a des personnes qui le pensent, mais qui ne nous l'ont pas dit en tout cas. Et c'est là qu'on s'est dit: «Bah finalement, on veut pas avoir l'avis des autres».
Et souvent, ouais, on dit que il était malade, ou on dit ce qu'on veut dire en fait, et on nous pose pas vraiment de questions. On était déjà tellement peinés, on était déjà tellement anéantis, et encore maintenant c'est compliqué, et on n'avait pas envie d'avoir les réflexions des autres en fait. Non non mais vous avez bien fait. Oui en fait ça m'intéresse pas de savoir que toi tu aurais fait la même chose ou pas, et en fait tant que t'as pas été dans notre situation, je crois que tu peux pas comprendre à 100% notre décision, donc Carole et son conjoint décident de prendre la voie de l'IMG. L'accouchement sera déclenché quelques jours plus tard. La sage-femme du diagnostic anténatal a expliqué à Carole tout ce qui allait l'attendre, minute par minute. La pose de la péridurale, l'accouchement par voie basse en salle de naissance. Lorsqu'un enfant naît sans vie, qu'il s'agisse d'ailleurs d'une IMG ou d'une mort fœtale in utero, les parents ont aussi la possibilité de le rencontrer, de l'habiller, de réaliser des photos. Pendant ce laps de temps si particulier, ce compte à rebours si douloureux, Carole lit des témoignages sur Internet, se rend sur des forums pour se préparer du mieux possible à ce jour, à cette éventuelle rencontre avec ce petit bébé qu'elle attendait tant. et là mon mari il me dit non mais moi j'ai trop peur, je veux pas le rencontrer, et on savait pas si c'était un garçon ou une fille parce que à chaque fois il bougeait trop sur les échographies, et donc et après les diagnostics clairement les médecins n'étaient plus du tout là pour nous dire quel était le sexe de l'enfant. C'était le cadet de leurs soucis, et d'une autre aussi d'ailleurs. Et du coup, il me disait mais qu'il voulait pas le rencontrer, qu'il avait peur. Mais parce que il me dit mais comment il va être? Et je lui dis bah je sais pas. Et en fait, je suis tombée sur un témoignage peut-être moins de 48 heures avant notre rendez-vous. Et c'était quelqu'un qui disait que elle avait beaucoup d'appréhension, mais qu'ils avaient rencontré leur bébé et que ça avait été extraordinaire. Et là, j'ai dit à mon mari, en fait, si tu veux pas le voir, moi oui par contre. Donc on est arrivé, c'était un dimanche matin d'ailleurs, il faisait très chaud. C'était une petite canicule du mois de septembre. Et on est arrivé à l'hôpital, on a tout de suite été pris en charge, on est arrivé dans la salle de naissance. Dans la salle de naissance la plus éloignée en fait de tout le monde. Et d'ailleurs j'ai vraiment beaucoup apprécié ce geste. Et il y avait une sage-femme donc qui est arrivée, elle s'appelait Catherine. Et elle a été très très douce avec nous. À chaque fois qu'elle faisait quelque chose ou qu'elle allait faire quelque chose, elle nous l'expliquait. Il y a l'anesthésiste qui est venu faire la péridurale. Et c'est à ce moment-là où on s'est dit, ok, ça commence. C'est vraiment la péridurale qui nous a fait briller, à dire, ah oui, c'est fini. Mais après, s'ensuit l'attente. Et finalement, pendant cette attente-là, on avait l'impression d'être un peu dans un autre monde. On parlait de tout, de rien, on parlait encore à notre bébé. Et par contre, quand il y a eu les contractions, là, ça a été très très compliqué parce que je me suis dit, c'est fini. Et, et donc, quand j'ai accouché, les sages-femmes nous ont demandé si on voulait le voir. Et je me souviens que notre première sage-femme nous avait dit, si vous voulez, au début, vous dites non, pour que les sages-femmes le préparent et qu'ils vous l'apportent, il sera tout beau, on va dire. Et déjà qu'on avait un petit peu peur, même si je savais, je voulais absolument le voir. Donc elles ont été préparées, il y avait une association qui avait préparé des nids d'anges, des petites choses comme ça. Et du coup là, ils nous l'ont ramené. Et donc mon mari était à côté de moi, et je l'ai eu dans les bras, et c'est à ce moment-là où il s'est approché, il m'a dit non en fait t'as raison, c'est notre bébé, je veux le voir. Et finalement je crois que ça a été la plus belle décision parce qu'en fait c'est une rencontre quand même. Même s'il n'y a pas tout ce côté magique et il n'y a pas le cri, et c'est très très loin de notre rêve, mais on était super contents de le voir. Et c'est à ce moment-là où ils nous ont dit c'est un petit garçon. Et en fait, c'est toute la question, ouais, mais à 4 mois et demi de grossesse, un bébé ressemble à quoi?
Et finalement, en fait, on se rend compte que c'était certes un petit bébé parce qu'il est tout petit, mais il avait ses 2 jambes, ses 2 bras, sa tête, ses yeux, son nez, sa bouche, enfin un petit bébé miniature, quoi. Et hem et à partir de ce moment-là, il y a eu, évidemment les médecins qui sont passés dans la salle de naissance pour vérifier que tout allait bien, pour moi. Mais ils nous ont vraiment laissés dans notre bulle, on a eu au moins 3 heures avec lui et heu et c'était vraiment un moment hors du temps, enfin, c'est et je me souviens, c'est surtout ça, c'est que j'avais dit à mon mari, tu sais, j'ai lu un témoignage et il y a des personnes qui avaient oublié de prendre des photos. Je lui avais dit: «Prends l'appareil photo parce que c'est la seule et unique fois qu'on pourra faire une photo tous les 3.» Carole était enceinte de 4 mois et demi. 4 mois et demi fait de hauts et de bas, d'inquiétude et d'espoir. Maintenant, une page se tourne mais l'histoire n'est pas terminée. Elle se poursuit et c'est un nouveau chapitre que l'on va écrire. Celui d'une vie avec et sans Camille. Une vie avec le ventre vide, une vie avec le manque, mais des souvenirs plein la tête. Une vie en mode pilote automatique tant on a du mal à reprendre ses esprits, tant les vagues nous submergent. Cette période, c'est ce que Carole nomme le deuil profond. Elle va vous expliquer ce qu'elle entend par là. Le deuil profond, c'est quand la lumière se fait très, très rare dans la journée. C'est c'est des journées où tu te dis: «Est-ce qu'un jour je vais pouvoir passer une journée sans pleurer?» On va dire que on n'a jamais perdu espoir et ça, c'est, je pense, c'est ce qui nous a fait tenir. Mais j'ai quand même eu, au cours de l'année des périodes où je me dis: «Ouh là, tu pas passé loin d'être vraiment, dans des couloirs très sombres», on va dire. Je Enfin, à un moment donné, il y avait des médecins évidemment qui me proposaient des médicaments pour dormir ou des choses comme ça, mais je voulais pas. Et c'était très, très dur de se lever le matin, de se préparer à manger, de manger. Et c'est ces premières semaines où ton cerveau n'est plus du tout connecté à ta tête. Et là, en fait, on se laissait complètement venez, on va se faire un week-end, oui, oui, d'accord, ça nous fera peut-être du bien, on vous invite chez nous pour manger, oui, oui, et en fait, tu te rends compte que t'étais pas du tout prêt à faire ça. Et le déclic de ah oui, il y a que moi qui peux prendre soin de moi-même, ou en tout cas nous deux. Et on a mis au moins un mois et demi à se rendre compte de il faut qu'on mette les hauts là et qu'on prenne du temps pour nous et donc là ça a été très 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 dur. Ah, et puis même la première fois où j'ai senti que je remontais un peu doucement la pente, je me suis dit ah, ça fait du bien en fait de revivre un petit peu plus sereinement. Et le surlendemain, quand tu retombes très bas, tu te dis ouh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Enfin inconsciemment, je me disais bah le deuil, tu pars de très bas et puis tu montes, tu montes, tu montes, sans jamais pouvoir redescendre. Et le creux de la vague, j'ai vu clairement ce que c'était. Et c'est vrai qu'il y a des moments où je me disais waouh, les couples qui n'arrivent pas à communiquer dans ce moment-là, ça doit être terriblement dur parce que nous, on arrive à communiquer, à s'échanger beaucoup d'amour, à se porter, et c'est déjà difficile. Ah, mais je crois que ça a été mon rocher en fait dans cette tempête. Et plusieurs fois, je me suis même dit oula, il me fait passer avant lui-même. Et et d'avoir traversé une épreuve comme ça, en fait, ça nous a rendus encore plus forts. Et et en fait, on avançait quand même à un rythme différent. Je le voyais bien. Il a quand même pu reprendre le travail et c'était très dur et il pleurait aussi beaucoup et on partageait nos émotions. J'ai été arrêtée très très longtemps.
J'écoutais des podcasts où je lisais des témoignages et j'avais besoin de ça pour me sentir moins seule et pour parce que j'étais dedans en fait. Je n'acceptais pas d'autres sujets de discussion parce que j'y arrivais pas en fait. J'arrivais pas à sortir la tête de l'eau et il a toujours été là, même pendant la nuit quand tu te réveilles et que c'est horrible et que juste tu pleures jusqu'à temps de plus avoir de souffle. Et qu'il est là et qu'il te dit que ça va bien se passer et que tu as le droit d'être triste et je mesure la chance que j'ai parce que pas une fois où il m'a dit bon écoute maintenant c'est bon quoi, c'en est trop et au contraire il m'a toujours épaulée et je pense que et des fois je m'en voulais parce que je me disais lui il est là pour moi mais moi je suis tellement mal que est-ce que je suis là pour lui et il me disait que oui que le fait d'être tous les deux, de prendre du temps pour deux, de discuter, rien que ça lui suffisait. Et non, ça a été une véritable force et encore maintenant, dès qu'il y en a un qui a un petit coup de mou, il y a toujours l'autre à côté qui sait trouver les mots rassurants et apaisants. Pour cheminer, se reconstruire, Carole entre en contact avec des femmes qui ont aussi vécu une IMG. Elle écume le forum de l'association Petite Émilie. Ce forum, me confie-t-elle le jour de l'enregistrement, c'est le seul endroit avec des discussions libres et éclairées sur le sujet de la trisomie 21. Elle participe également à un groupe de parole de l'association Agapa, rencontre d'autres femmes qui traversent la même chose. Elle continue d'échanger avec elles sur WhatsApp. Et puis il y a l'espoir qui fait tenir. L'espoir d'être, un jour, de nouveau enceinte. Et le jour où on a rencontré Camille, en fait, on a passé ces 3 heures avec lui et on lui a dit qu'il aurait un petit frère ou une petite sœur. Parce que c'était tellement inenvisageable pour nous que tout s'arrête et que l'espoir et la vie ne reprennent pas, en fait. Et bon, après, évidemment, t'as tout le postpartum, les suites de couches, etc. Et puis t'as tout le côté psychologique. Donc, et c'était nos 1 an de mariage, donc on est partis en vacances et au mois fin octobre et on s'était dit à ce moment-là, dès qu'on se sent prêt, on se le dit et on ira. Et, euh, et mon mari au début, il m'a dit voilà, je me sens vraiment pas prêt parce que ça a été traumatisant et moi au contraire j'avais une envie viscérale, c'était de retomber enceinte, c'était de ressentir les mêmes émotions et cette force parce que c'est magique d'être enceinte et donc début janvier on s'est dit ouais là je crois qu'on est prêt et donc je retombe enceinte rapidement. Vraiment j'ai mesuré ma chance parce que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques et on m'avait toujours dit que ce serait très compliqué. Enfin j'ai des cycles qui durent 45 jours. Enfin c'est un peu le bazar. Et donc je retombe enceinte au mois de janvier et là pareil quoi, tu tombes enceinte et c'est le bonheur dès le premier jour et j'ai toujours su que j'étais enceinte en fait bien avant de faire le test parce que mes seins me le font sentir et du coup il me dit à chaque fois il me disait mais t'as mal au sein? Oui là j'ai mal et du coup enfin finalement tu fais le test juste pour te dire oui bon bah d'accord c'était ça. Sauf que juste avant l'écho de datation je commence à perdre un petit peu de sang et là donc on va à l'hôpital et il s'avère que toutes les 48 heures on est retourné à l'hôpital pendant plus d'1 semaine et qu'ils trouvaient pas le sac embryonnaire. Carole, enceinte de quelques semaines, fait en fait une grossesse extra-utérine, ou grossesse ectopique, comme on dit. Lors de l'ovulation, l'un des 2 ovaires expulse un ovule qui est entraîné à l'intérieur de ce qu'on appelle la trompe de Fallope. Et lors de la fécondation, les spermatozoïdes entrent dans l'appareil génital par le vagin, qui est un canal musculaire de quelques centimètres. Ces spermatozoïdes, ils franchissent ensuite le col de l'utérus, puis ils traversent l'utérus, qui est en fait une poche triangulaire à laquelle sont attachées les trompes de Fallope. Il y en a une de chaque côté. Ils suivent alors l'une de ces trompes jusqu'à atteindre l'ovule. Et la fécondation se produit dans la trompe de Fallope. Et en théorie, l'œuf fécondé migre ensuite en direction de l'utérus et vient se fixer dans la muqueuse de cet utérus. C'est l'anidation.
Mais dans le cas d'une grossesse extra-utérine, l'œuf fécondé ne se fixe pas dans la cavité de l'utérus. Et le plus souvent, il s'implante dans une trompe utérine, la trompe de Fallope, et exceptionnellement sur un ovaire, ou dans la cavité abdominale, ou dans le col de l'utérus. Et c'est particulièrement risqué, c'est particulièrement dangereux pour la personne qui est enceinte. Dans le cas de Carole, l'œuf s'est implanté dans une des deux trompes. Suite à une hémorragie, elle est opérée en urgence et on procède à une ablation de sa trompe, justement. En l'espace de quelques mois, Carole et son conjoint encaissent un second choc. Il y avait l'aspect on va perdre un deuxième bébé. Je crois qu'on a déjà eu assez de malheur, je comprends pas pourquoi le sort s'acharne. Et le côté où ils m'ont dit il faut qu'on vous opère dans les 24 heures qui vont suivre parce que là c'est très très grave. Et donc c'est double peine quoi. Et en plus on te dit qu'on va peut-être pas sauver ta trompe et quand tu te réveilles de ton opération effectivement ils ne t'ont pas sauvé ta deuxième trompe. Ok, donc à la base pour avoir des enfants je savais que ça allait être compliqué et maintenant j'ai plus qu'une seule trompe. Et là par contre après l'opération physiquement déjà ça a été hyper dur de se lever, de marcher, de prendre une douche. C'était compliqué quoi. Et en plus, enfin là tu dis ok donc ma grossesse d'après n'est pas ma grossesse d'après. Et en plus maintenant j'ai 3 petites cicatrices en bonus. Je pense que le psychologique ne m'a pas aidé à me remettre physiquement. Donc ça a été très long. Et par contre, après, là, avec mon mari, on s'est tout de suite dit, oulala, t'as tous tes antécédents, plus maintenant une trompe en moins, plus tout le côté psychologique qu'on a accumulé depuis quelques mois. En fait, là, maintenant, c'est un combat. Et tout de suite, donc après l'opération, par contre, les médecins te disent qu'il faut attendre un cycle, que tout se remette bien. Et parce qu'ils te disent qu'une fois que t'as fait une grossesse extra-utérine, t'es capable d'en faire une deuxième. Et là, par contre, tu te dis, ah oui, mais si j'en fais une deuxième, j'ai plus de trompe et c'est fini. On n'est pas au bout de nos peines, en fait. Et donc là, à partir de ce moment-là, on s'est dit, ok, euh, maintenant notre projet numéro 1, il a pas changé et on va se battre et on va tout faire pour. Là, on va mettre toutes nos chances de notre côté et là, vraiment, on en a besoin pour espérer et l'espoir, c'est vraiment la seule chose qui nous tient, quoi. Et par chance, encore une fois, je suis tombée enceinte le cycle d'après mon opération. Mais sauf que là, c'est plus j'ai peur qu'il me réarrive la même chose. C'est que donc début avril, je suis retombée enceinte. Euh, et on était mais morts de trouille que ce soit une deuxième grossesse extra-utérine. Carole est donc de nouveau enceinte. Le protocole de suivi était extrêmement strict. Pendant 15 jours, elle doit faire des prises de sang toutes les 48 heures pour vérifier que les taux doublent. Puis enchaîne les échographies jusqu'à ce que le sac embryonnaire soit localisé afin d'écarter tout risque de grossesse extra-utérine. C'est des jours et des jours interminables. C'est des jours où tu te dis on a vécu tellement de choses que tout peut arriver et là c'est même plus de l'insouciance. Là on en a plus du tout, du tout, du tout. Et chaque étape on se disait bon, l'étape de la prise de sang, ok. L'étape de l'échographie où on nous dit que le sac embryonnaire est bien placé, c'est déjà une grosse victoire. Et en fait, chaque jour comme ça, c'est une victoire. Après, on avait des rendez-vous très rapprochés pour l'écho de datation. Le cœur bat, mais une victoire, mais une explosion de joie comme on peut pas imaginer quoi. Et après, donc ils nous ont pas laissé attendre jusqu'à la T1. En fait, on avait une échographie à peu près toutes les 2 semaines pour vérifier quand même que tout se développait bien. Et après, on était suivis en fait aux urgences de l'hôpital où j'ai accouché. Et après, donc on avait rendez-vous avec dans le centre de diagnostic prénatal parce que il nous avait dit en fait quand on a perdu Camille que on pouvait y retourner, mais qu'il pouvait aussi comprendre qu'on ne voulait pas y retourner parce que c'était trop dur pour nous.
c'était finalement un endroit familier et où on s'était bien occupé de nous et on nous comprenait, où on nous connaissait. Et on arrive, on avait rendez-vous avec un docteur pour notre T1, un gynécologue. Et en fait, on voit arriver notre sage-femme qui s'est occupée de nous pour Camille. Et au début, on s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et on rentre dans le bureau et elle nous dit, ah, je suis contente de vous voir, vous savez, je vous reconnais. Et là, ah oui, d'accord, on est avec quelqu'un qui nous met à l'aise, tout va bien. Et là, elle nous dit, bon, j'imagine que vous avez pas envie de parler, que vous voulez faire l'échographie. Oui, oui. Et donc, pour l'instant, voilà, c'est chaque jour une étape. Et la sage-femme, en fait, on a fait la T1. Et dans la minute qui a suivi, on avait déjà rendez-vous pour le DPNI. Là, tu passes plus par la case prise de sang, etc. Là, c'est le DPNI directement. Donc, on a fait le DPNI et bizarrement, j'avais pas peur. On n'avait pas peur. Et parce que je me suis dit, quoi qu'il arrive, finalement, je veux même pas savoir. Et évidemment que quand donc la sage-femme avait déjà programmé notre rendez-vous 2 semaines après l'échographie et le DPNI. Et quand elle nous dit que tout va bien, c'est quand même un soulagement, mais ça m'a aussi renvoyé vers pourquoi Camille n'a pas eu cette chance-là. Et 4 jours après qu'on commence à nous dire oui, non mais là vraiment ça va, je fais une crise d'appendicite et direction des urgences, l'opération. Quand il y en a plus, il y en a encore. Et donc ça fait 1 mois et quelques jours que je viens de me faire opérer de l'appendicite en étant enceinte. Voilà. Et là, ça a été, on commençait tout juste à reprendre notre souffle, à se dire, ok, cette grossesse d'après, là, je pense qu'on peut commencer à se projeter et espérer. Là, on était à Strasbourg, hyper loin de chez nous, mais à un moment donné, quand on est plié en deux et que vraiment ça fait hyper mal. Et en plus, quand j'arrive à l'hôpital de Strasbourg, que je ne connais pas, et qu'on me dit, non mais elle, au vu de son passif, à mon avis, elle est un peu parano. Et même moi, je me disais, est-ce que c'est pas moi? Et quand le diagnostic a été posé, je me suis dit, ah oui, non, en fait, c'était pas juste toi, quoi. Et donc j'ai été opérée et là, ça a été hyper dur. Hyper dur parce que à 5 minutes d'avant l'opération, ils te redisent quand même, vous savez, il y a un danger pour votre bébé. Oui, bah j'imagine avec une anesthésie générale, même si c'est des produits particuliers qu'on utilise pour les femmes enceintes. Et après, par contre, une fois l'opération passée, quand on se réveille et qu'on nous dit que tout va bien, on se dit bon, finalement, on a peut-être notre petite étoile qui veille sur nous. Et après, je suis tombée vraiment sur des internes super gentils. Tous les jours où j'ai été hospitalisée, j'avais une échographie. Donc ça fait du bien. Et maintenant, on y croit. J'ai l'impression de pouvoir un petit peu reprendre mon souffle, mais je considère quand même que chaque jour qui passe est une victoire. Et là, je me sens reconnaissante parce que vraiment, après tout ça, je me suis dit, est-ce qu'on peut encore y croire? Et oui. Et en même temps, j'ai peur. Et j'ai surtout peur de vivre le même accouchement, sans un cri et en rentrant les bras vides. Mais du coup, j'ai terriblement hâte d'accoucher, je crois. Je sais pas pour tout de suite, du coup, mais là, j'ai qu'une hâte, c'est de l'avoir dans mes bras et de souffler un vrai coup. Lors de cet enregistrement, Carole était enceinte et quelques mois plus tard, elle a donné naissance à une petite fille, son second bébé. Cet épisode touche à sa fin.
Et je tiens à te remercier, Carole, d'avoir pris la parole à propos de ta première grossesse et de l'histoire de ton petit Camille. Merci à toi d'avoir fait entendre ta voix pour briser le tabou qui entoure l'interruption médicale de grossesse en cas de trisomie 21. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à nous écouter et avoir vécu cette épreuve pour les mêmes raisons. Alors sachez-le, vous n'êtes pas seuls. Dans cet épisode, toutes les informations médicales proviennent d'un document de la Haute Autorité de Santé disponible en ligne. Ce document est intitulé « Le dépistage de la trisomie 21 » et il a été mis en ligne en décembre 2018. Je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode. Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au revoir podcast et d'offrir à mon travail une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez également me donner un petit coup de pouce en participant au financement du podcast. Rendez-vous sur Tipeee, tipeee.com/au revoir podcast pour en savoir plus. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. À ce propos, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé au financement du podcast ces dernières semaines. Merci à Chloé, Aurélie, Julie, Laurence, Camilla, Gabriella, Raphaël. Merci également à Florence, Capucine, Mélanie et Elodie. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.